3 enfants identiques sont entrés au pensionnat de Sainte-Agnès en septembre 1856. Un seul en est ressorti vivant 6 mois plus tard. Cette histoire que vous allez entendre révèle l'un des scandales les plus sombres du Second Empire français, soigneusement effacé des archives officielles pendant plus de 150 ans. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien nous aide à révéler ces histoires oubliées de notre passé. L'histoire des Trigéméos Malcourt commence dans les brumes matinales de Normandie, quand la France de Napoléon III prospérait sur les ruines de ses anciennes certitudes et que derrière les façades respectables se cachaient les plus terrifiants des secrets. L'année 1856 marquait l'apogée du Second Empire. La France connaissait une prospérité économique sans précédent. Les chemins de fer transformèrent le paysage, et une nouvelle classe bourgeoise émergente rivalisa avec l'ancienne aristocratie dans l'art de paraître respectable. C'est dans ce contexte que s'épanouit le pensionnat de Sainte-Agnès, niché au cœur de la campagne normande, entre les vergers de pommiers et les prairies verdoyantes qui s'étendaient à perte de vue. Le pensionnat se dressait majestueusement sur une colline dominant la vallée de l'Eure, à quelques kilomètres du bourg de Verneuil. L'établissement avait été fondé en 1828 par la Congrégation des Sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul, avec pour mission officielle d'éduquer les enfants de la bourgeoisie naissante selon les préceptes chrétiens les plus stricts. L'architecture imposante du bâtiment principal, construit dans le style néo-gothique alors en vogue, avec ses tours élancées et ses fenêtres ogivales, conférait à l'ensemble une aura de respectabilité et de tradition qui séduisait les familles ambitieuses. Les frais de pension étaient considérables, 3 000 francs par an et par enfant, soit l'équivalent du salaire annuel d'un ouvrier qualifié, ce qui garantissait une clientèle triée sur le volet. Les familles qui confiaient leurs enfants à Sainte-Agnès appartenaient à cette nouvelle élite française. Négociants enrichis par le commerce colonial, industriels prospères, hauts fonctionnaires de l'administration impériale, tous unis par une ambition commune, voir leurs descendants gravir les échelons de la société française. La réputation du pensionnat reposait sur un système éducatif rigoureux qui promettait de transformer les enfants en parfaits représentants de leur classe. Les journées commençaient à 5 heures du matin par la messe, suivie de 8 heures d'études, réparties entre le latin, le grec, les mathématiques, l'histoire sainte et les bonnes manières. Les récréations étaient minutées, les repas pris en silence, et toute forme de familiarité entre les pensionnaires sévèrement punis. Cette discipline de fer était présentée comme la garantie d'une formation morale irréprochable. Mère supérieure Clotilde de Beaulieu dirigeait l'établissement d'une main de fer depuis sa fondation. Issue d'une ancienne famille de la noblesse normande ruinée par la Révolution, elle avait trouvé dans la religion et l'éducation un moyen de reconquérir une position sociale. Grande femme aux traits anguleux, toujours vêtue de son habit noir immaculé, elle inspirait un respect mêlé de crainte à tous ceux qui la côtoyaient. Son regard perçant semblait sonder les âmes, et sa voix douce cachait une autorité inflexible. Sous sa direction, Sainte-Agnès était devenue l'un des pensionnats les plus réputés de Normandie. C'est dans ce décor apparemment idyllique qu'arriva, le 15 septembre 1856, la famille Malcourt avec ses 3 fils Trigéméos. Henri Malcourt, négociant en tissus prospères de la ville de Rouen, accompagnait ce jour-là son épouse, Marguerite et leurs 3 enfants, Édouard, François et Gustave, âgés de 10 ans. La ressemblance entre les 3 garçons était saisissante au point qu'il fallait observer attentivement leurs visages pour distinguer de subtiles différences. Édouard avait une petite cicatrice au-dessus du sourcil droit suite à une chute de cheval. François portait une tache de naissance en forme d'étoile sur la tempe gauche, et Gustave se distinguait par un regard légèrement plus mélancolique que ses frères. La famille Malcourt traversait alors une période délicate. Henri avait investi massivement dans l'importation de soieries lyonnaises, mais la concurrence croissante des tissus anglais et les fluctuations du marché menaçaient ses affaires. Les frais de pension représentaient un sacrifice financier considérable,
Mais Henri y voyait un investissement nécessaire pour l'avenir de ses fils. « Tes enfants seront notre revanche sur l'adversité », confia-t-il à sa femme alors qu'il remontait à l'allée de gravier menant au pensionnat. Marguerite Malcour, née Beaumont, issue d'une famille de petite noblesse provinciale, avait épousé Henri par intérêt plus que par amour. L'union lui avait apporté la sécurité financière, mais elle n'avait jamais vraiment accepté sa condition de bourgeoise. L'éducation de ses fils dans un établissement prestigieux comme Sainte-Agnès représentait pour elle une forme de rédemption sociale. Ce jour-là, vêtue de sa plus belle robe de soie noire et coiffée d'un chapeau orné de plumes, elle arborait cette expression de fierté contrainte qui caractérisait les parvenus de l'époque. L'entrevue avec mère Clotilde se déroula dans le grand salon de réception du pensionnat, une pièce aux boiseries sombres, ornée de portraits des anciens directeurs et d'images pieuses. La mère supérieure examina longuement les trois enfants, notant dans un registre leurs caractéristiques physiques avec une minutie qui surprit les parents. « Nous attachons une grande importance à la connaissance individuelle de chaque enfant », expliqua-t-elle d'un ton mesuré. « Cette attention personnalisée est le secret de notre réussite éducative. » Les modalités financières furent discutées en aparté. Henri dut avouer ses difficultés temporaires et négocier un échelonnement des paiements sur 2 années. Mère Clotilde se montra compréhensive, évoquant la possibilité d'arrangements particuliers pour les familles méritantes, confrontées à des revers de fortune. L'éducation de la jeunesse chrétienne transcende les considérations matérielles, affirma-t-elle avec une bienveillance qui rassura profondément les Malcour. Les adieux furent de brefs. Les 3 garçons, impressionnés par la solennité du lieu et la gravité de leurs parents, ne manifestèrent ni joie ni tristesse particulière. Éduqués dans l'idée que l'obéissance aux adultes constituait la première des vertus, ils acceptèrent leur sort avec cette résignation propre aux enfants de la bourgeoisie du XIXe siècle. Henri serra maladroitement ses fils dans ses bras. Marguerite déposa un baiser froid sur leur front et le couple repartit vers Rouen avec la certitude d'avoir accompli son devoir parental. Les premières semaines se déroulèrent conformément aux attentes. Les lettres hebdomadaires réglementaires, rédigées sous la surveillance des religieuses, témoignaient d'une adaptation normale des 3 frères au régime spartiate du pensionnat. Édouard excellait dans les matières littéraires, François montrait des dispositions pour les mathématiques, et Gustave se distinguait par sa piété exemplaire. Mère Clotilde elle-même écrivit aux parents pour les féliciter du comportement irréprochable de leurs enfants. Mais le 18 octobre, soit 1 mois après leur arrivée, la première lettre inquiétante parvint aux Malcour. Édouard y mentionnait que François souffrait d'une indisposition qui l'avait contrainte à l'infirmerie. Rien de grave selon les dires de sœur Marguerite, l'infirmière du pensionnat, mais les parents furent troublés par le ton inhabituellement préoccupé de leur fils. Quand ils écrivirent pour demander des précisions, la réponse de mère Clotilde fut rassurante. François avait contracté une fièvre bénigne, fréquente à l'automne, et se rétablissait sous les soins attentifs de la communauté. Le calme revint pendant quelques semaines. Les lettres reprirent leur ton habituel, évoquant les études, les offices religieux et les petits événements de la vie pensionnaire. Henri et Marguerite se rassurèrent, attribuant leurs inquiétudes passagères à l'anxiété normale de parents séparés de leurs enfants pour la première fois. L'hiver 1856 fut particulièrement rigoureux en Normandie. Les routes devenant impraticables, les communications avec le pensionnat s'espacèrent. Quand la correspondance reprit en février 1857, les Malcour constatèrent un changement troublant. Seul Édouard écrivait désormais. Aux questions concernant ses frères, il répondait évasivement que François et Gustave étaient occupés par des travaux spéciaux ou souffrant mais en voie de rétablissement. Henri Malcour décida de se rendre au pensionnat pour constater par lui-même l'état de ses enfants. Le voyage de Rouen à Verneuil, habituellement effectué en une journée, lui prit 3 jours en raison des intempéries. Quand il arriva finalement à Sainte-Agnès le 22 février, mère Clotilde l'accueillit avec une solennité inhabituelle. « Monsieur Malcour », commença-t-elle après l'avoir fait asseoir dans son bureau austère, « je dois vous faire part d'événements douloureux.
Vos fils François et Gustave ont été rappelés à Dieu. » L'annonce tomba comme un coup près. Henri, abasourdi, ne put articuler un mot. La mère supérieure poursuivit d'une voix compassée. « Une épidémie de fièvre typhoïde a frappé l'établissement en janvier. Malgré tous nos soins et l'intervention du docteur Regnault de Verneuil, nous n'avons pu sauver ces deux anges. Ils se sont éteints paisiblement, entourés de nos prières. » Les registres officiels du pensionnat mentionnaient effectivement le décès de François le 15 janvier et celui de Gustave le 20 janvier 1857. Les certificats de décès, signés par le docteur Auguste Regnault, évoquaient une fièvre maligne et une défaillance cardiaque consécutive à l'infection. Les corps avaient été inhumés dans le petit cimetière du pensionnat, selon la procédure habituelle pour les enfants morts, loin de leur famille, pendant la mauvaise saison. Henri demanda à voir les tombes. Mère Clotilde le conduisit vers deux croix de bois sobres, plantées dans la terre gelée, portant simplement les noms et dates gravés au couteau. « Nous avons prié pour leur âme chaque jour, » assura-t-elle. « Ils reposent en paix dans cette terre bénite. » L'endroit, situé à l'ombre d'un bouquet de sapins, dégageait une mélancolie qui serra le cœur du malheureux père. La rencontre avec Édouard, l'unique survivant, fut déchirante. Le garçon avait maigri et ses traits portaient l'empreinte d'un chagrin profond. « Papa, » murmura-t-il en se jetant dans les bras de son père, « mes frères sont partis rejoindre les anges. J'ai été très triste, mais mère Clotilde m'a dit qu'il fallait accepter la volonté divine. » Ces paroles, empreintes d'une résignation troublante pour un enfant de 10 ans, inquiétèrent Henri plus encore que les explications officielles. Édouard raconta comment François avait d'abord été pris de fièvre, comment il avait déliré pendant plusieurs jours en appelant ses frères, puis s'était éteint un matin dans l'infirmerie. Gustave, bouleversé par la mort de François, était tombé malade à son tour quelques jours plus tard. Il pleurait tout le temps, confia Édouard. Il disait qu'il voulait rejoindre François, et puis un jour, il n'a plus parlé. Sœur Marguerite m'a dit qu'il était trop faible pour lutter. Henri accepta les explications, d'autant que sa situation financière ne lui permettait pas de contester l'autorité du pensionnat. Sa négociation en tissu périclitait, il avait dû licencier plusieurs ouvriers, et les dettes s'accumulaient. Ramener Édouard à Rouen représentait une charge supplémentaire qu'il ne pouvait assumer. Mère Clotilde proposa généreusement de poursuivre l'éducation du garçon moyennant une pension réduite en considération des épreuves endurées par la famille. Henri accepta avec reconnaissance cette charité chrétienne. Le voyage de retour vers Rouen se déroula dans un silence pesant. Henri appréhendait d'annoncer la nouvelle à son épouse. Quand il poussa la porte de leur domicile bourgeois de la rue Grand-Pont, Marguerite comprit immédiatement qu'un malheur était survenu. Elle s'effondra en apprenant la mort de François et Gustave, accusant son mari d'avoir sacrifié leurs enfants à ses ambitions commerciales. « Tu as vendu nos fils pour ta respectabilité », lui cria-t-elle dans un accès de douleur qui révélait toute l'amertume accumulée au fil des années. Les semaines qui suivirent furent marquées par un deuil silencieux. Henri tenta de sauver ses affaires, mais le cœur n'y était plus. Marguerite sombra dans une mélancolie dont elle ne sortit jamais vraiment. Le couple ne survivrait pas à cette tragédie. Ils se séparèrent discrètement l'année suivante, Marguerite retournant vivre chez ses parents en Picardie, Henri s'installant à Paris où il trouva un emploi de commis dans une maison de commerce. Édouard demeura au pensionnat jusqu'à sa majorité. Il en sortit en 1864, transformé en un jeune homme pieux et discipliné, mais marqué par une mélancolie profonde qui ne le quitta jamais. Il devint clerc de notaire à Caen, se maria tard avec une veuve sans enfant et vécut une existence effacée jusqu'à sa mort en 1912. Il ne parla jamais publiquement de ses frères disparus, mais ses proches notaient qu'il évitait soigneusement de passer près de l'ancien pensionnat de Sainte-Agnès lors de ses déplacements professionnels en Normandie. L'histoire des Trigéméos, Malcourt, aurait pu sombrer définitivement dans l'oubli si un concours de circonstances n'avait ravivé le mystère 70 ans plus tard. En 1927,
le pensionnat de Sainte-Agnès ferma définitivement ses portes. La congrégation des Sœurs de la Charité, décimée par la guerre et les vocations en baisse, ne parvenait plus à maintenir l'établissement. Les bâtiments furent vendus à un promoteur parisien qui envisageait d'y installer une maison de repos pour la bourgeoisie vieillissante. Parmi les acquéreurs figurait maître Octave Durand, notaire à Paris et passionné d'histoire locale. Fils d'instituteur normand, il avait grandi dans la région et gardait des souvenirs d'enfance liés au mystérieux pensionnat dont on disait qu'il abritait les enfants de familles riches. L'acquisition du domaine représentait pour lui une forme de revanche sociale, mais aussi l'occasion d'explorer l'histoire de cette institution qui avait marqué l'imaginaire local. En visitant les bâtiments abandonnés, Maître Durand découvrit dans les combles une malle oubliée contenant des archives du pensionnat. Registres d'entrée et de sortie des élèves, correspondances avec les familles, rapports médicaux et surtout un carnet personnel tenu par sœur Marguerite, l'ancienne infirmière décédée en 1895. Ce carnet, écrit d'une petite écriture serrée à l'encre violette, contenait des notes quotidiennes sur l'état de santé des pensionnaires entre 1850 et 1870. La lecture du carnet révéla des détails troublants sur l'épidémie de 1857. Sœur Marguerite y notait scrupuleusement tous les cas de maladie, les traitements administrés et l'évolution des patients. Or, concernant François et Gustave Malcour, les annotations étaient contradictoires avec la version officielle. Le 15 janvier 1857, date supposée de la mort de François, sœur Marguerite notait « François Malcour remis à monsieur et madame Bertrand de Lisieux, enfant en parfaite santé. Transition réussie selon les instructions de mère Clotilde. Quant à Gustave, une note du 20 janvier mentionnait « Gustave Malcour confié à la famille Rousseau de Falaise. Adaptation satisfaisante. Nouveau nom, Auguste Rousseau. » Ces découvertes stupéfièrent Maître Durand. Les deux enfants n'étaient apparemment pas morts, mais avaient été confiés à d'autres familles sous de nouvelles identités. Le notaire poursuivit ses recherches dans les autres documents. Il découvrit ainsi l'existence d'un réseau complexe d'adoption clandestine, organisé par le pensionnat. Des familles aisées, mais sans enfants, versèrent des sommes considérables, jusqu'à 20 000 francs, pour adopter discrètement des pensionnaires issus de familles en difficulté financière. Le mécanisme était ingénieux. Quand une famille ne pouvait plus honorer les frais de pension, mère Clotilde proposait discrètement de placer un ou plusieurs enfants dans des familles chrétiennes qui les adopteraient en leur offrant un avenir meilleur que celui promis par des parents ruinés. L'opération était présentée comme une œuvre de charité, mais les sommes versées par les familles adoptives permettaient au pensionnat de maintenir son train de vie et de financer l'éducation des autres enfants. Pour éviter les recherches et les réclamations, le pensionnat organisait de faux décès. Un médecin complice, le docteur Auguste Regnault, établissait de faux certificats de décès mentionnant des maladies plausibles comme la fièvre typhoïde ou la coqueluche. Les corps étaient prétendument inhumés dans le cimetière du pensionnat, mais les tombes ne contenaient en réalité que des cercueils vides ou lestés de pierre. Les familles endeuillées, souvent éloignées géographiquement et confrontées à leurs propres difficultés, acceptaient généralement les explications sans chercher à vérifier. Maître Durand retrouva dans les archives les traces de dizaines d'adoptions clandestines entre 1850 et 1870. Le système avait fonctionné avec une efficacité redoutable. Familles donneuses satisfaites de voir leurs enfants échapper à la pauvreté, familles receveuses comblées d'obtenir enfin la descendance espérée, pensionnats enrichis par les transactions, et enfants intégrés dans de nouveaux foyers sous des identités nouvelles. Tout le monde semblait y trouver son compte, sauf la vérité et la justice. Si cette révélation vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il est vraiment arrivé aux deux frères. Armé de ces découvertes explosives, Maître Durand entreprit de retrouver la trace des enfants Malcour. Ses recherches le menèrent d'abord aux archives municipales de Lisieux, où il découvrit qu'un couple bourgeois nommé Bertrand
avait effectivement adopté un enfant en 1857. Edmond Bertrand, propriétaire de plusieurs moulins à blé, et son épouse Clémence, issue d'une famille de notaires cahennais, étaient mariés depuis 15 ans sans avoir eu d'enfant. Les registres paroissiaux de Lisieux mentionnaient le baptême conditionnel d'un enfant nommé François-Marie Bertrand le 28 janvier 1857, soit 13 jours après la date officielle de décès de François Malcour. L'enfant était présenté comme le neveu orphelin d'Edmond Bertrand, recueilli par Charité chrétienne. Cette version officielle masquait la réalité de l'adoption clandestine. François Malcour, devenu François-Marie Bertrand, avait grandi dans l'aisance à Lisieux. Il avait fait des études brillantes au collège jésuite de la ville, puis était devenu ingénieur des ponts et chaussées. Marié en 1881, avec la fille d'un industriel textile, il avait eu 3 enfants et mené une carrière honorable dans l'administration des travaux publics. Il était décédé en 1923 sans jamais connaître sa véritable identité. La piste de Gustave mena Maître Durand à Falaise, où la famille Rousseau avait accueilli l'enfant sous le nom d'Auguste. Théodore Rousseau, vétérinaire prospère, et sa femme Mathilde avaient désespéré d'avoir une descendance après 10 ans de mariage stérile. L'adoption clandestine de Gustave leur avait apporté le bonheur familial tant espéré. Auguste Rousseau était devenu médecin, avait exercé à Rouen, ironie du sort dans la ville natale de ses vrais parents, et était mort en 1919 pendant l'épidémie de grippe espagnole. Ces découvertes soulevaient des questions vertigineuses. 2 des trigéméaux Malcour avaient vécu des existences parallèles à quelques kilomètres l'un de l'autre, ignorant tout de leurs origines et de l'existence de leurs frères. François-Marie et Auguste avaient fréquenté les mêmes cercles bourgeois normands, avaient peut-être même été présentés l'un à l'autre lors de réceptions officielles, sans jamais soupçonner leur lien fraternel. Mais la révélation la plus troublante concernait Édouard, le frère survivant officiel. En approfondissant ses recherches, Maître Durand découvrit que l'Édouard qui avait quitté le pensionnat en 1864 n'était peut-être pas le vrai Édouard Malcour. Des témoignages de contemporains décrivaient des changements physiques et comportementaux troublants chez l'enfant après la mort supposée de ses frères. Sœur Thérèse, une religieuse qui avait quitté Sainte-Agnès en 1858 et était encore vivante en 1927, confia au notaire ses souvenirs troublés. Ce pauvre Édouard n'était plus le même après janvier 1857. Il avait le regard de quelqu'un qui portait un secret trop lourd pour ses épaules d'enfant. Une hypothèse glaçante germa dans l'esprit de Maître Durand. Et si les 3 identités avaient été redistribuées? Et si le vrai Édouard avait été adopté sous le nom de François-Marie ou d'Auguste, tandis qu'un des 2 autres frères avait pris sa place pour maintenir la fiction du survivant unique? Cette substitution d'identité expliquerait les changements constatés chez l'Édouard officiel et ajouterait une dimension supplémentaire au stratagème du pensionnat. Le notaire tenta de vérifier cette théorie en comparant les descriptions physiques des 3 enfants avant et après janvier 1857. Mais les documents étaient lacunaires et les témoins directs avaient disparu. Seule demeurait cette troublante impression que la vérité était encore plus complexe que les premières révélations ne le laissaient supposer. En 1928, Maître Durand prit une décision qui allait sceller le destin de ses découvertes. Il décida de contacter les descendants des trigéméos pour leur révéler la vérité sur leurs origines. Cette démarche, qu'il croyait charitable, allait déclencher une série d'événements dramatiques qui prouveraient que certains secrets sont trop dangereux pour être révélés. La première visite de Maître Durand eut lieu en mars 1928 chez la veuve de François-Marie Bertrand à Lisieux. Madame Hélène Bertrand, femme respectée de la bourgeoisie locale et mère de 3 enfants adultes, reçut le notaire parisien dans le salon feutré de sa demeure bourgeoise, rue aux Fèvres. Quand Maître Durand lui révéla que son défunt époux était en réalité François Malcour, l'un des trigéméaux supposés morts au pensionnat de Sainte-Agnès, la pauvre femme s'évanouit.
la révélation eut l'effet d'une bombe dans la famille Bertrand. Les 3 enfants de François-Marie, Paul, ingénieur à Paris, Marie, épouse d'un avoué de Caen, et Jean, officier de carrière, refusèrent d'abord de croire à cette histoire qu'ils jugeaient fantaisiste. Comment leur père, homme intègre et respecté, aurait-il pu vivre toute sa vie sous une fausse identité? Comment leurs grands-parents adoptifs auraient-ils pu participer à un tel mensonge? Mais les preuves rassemblées par Maître Durand étaient accablantes. Les dates concordaient, les témoignages s'imbriquaient, et surtout, en fouillant les affaires personnelles de leur père, les enfants Bertrand découvrirent des indices troublants. Un médaillon contenant une mèche de cheveux blonds accompagné de l'inscription « Mes frères chéris », un carnet intime où François-Marie évoquait des rêves récurrents de visages identiques aux miens, et une lettre jamais envoyée adressée à « Édouard, où que tu sois ». La seconde révélation concernait la famille Rousseau de Falaise. Le docteur Auguste Rousseau était mort pendant la guerre, mais son épouse Berthe vivait encore dans la maison familiale avec sa fille célibataire. Quand Maître Durand leur apprit qu'Auguste était en réalité Gustave Malcour, la réaction fut différente, mais tout aussi dramatique. Berthe Rousseau, femme pragmatique et volontaire, admit qu'elle avait toujours soupçonné un mystère autour des origines de son mari. Auguste avait des cauchemars étranges, confia-t-elle au notaire. Il parlait en dormant de frères perdus, de pensionnats, de religieuses en noir. Quand je l'interrogeais au réveil, il prétendait ne se souvenir de rien. Mais parfois, je le surprenais à regarder fixement son reflet dans le miroir, comme s'il cherchait à y découvrir un autre visage. Ses confidences confirmaient que les souvenirs de l'enfance véritable n'avaient jamais complètement disparu, malgré les années et les efforts pour les effacer. La 3e et dernière visite de Maître Durand le mena à Caen, chez les descendants d'Édouard Malcour, le supposé survivant unique. Édouard avait épousé en 1885 Eugénie Lebrun, veuve d'un petit fonctionnaire, qui lui avait apporté sa fille d'un premier mariage. Le couple n'avait pas eu d'enfants ensemble, et c'est donc Marguerite Lebrun-Malcour, la belle-fille d'Édouard, qui reçut le notaire dans sa modeste maison de la rue Saint-Pierre. Cette rencontre fut la plus troublante de toutes. Marguerite, femme intelligente et observatrice, révéla des détails qui remettaient en question l'identité même de son beau-père. Monsieur Édouard avait des manières étranges, expliqua-t-elle. Il ne supportait pas qu'on évoque son enfance au pensionnat. Une fois, j'ai mentionné par hasard le nom de Sainte Agnès en parlant d'une autre institution religieuse, et il a fait un malaise. Il a balbutié quelque chose comme « je ne devais pas », avant de se reprendre et de prétendre que c'était le souvenir de ses frères morts qui le bouleversait. Mais le plus troublant restait à venir. Marguerite avait conservé les affaires personnelles de son beau-père décédé, notamment un petit coffret qu'il gardait toujours fermé à clé. Après sa mort, elle avait forcé la serrure et découvert des objets énigmatiques. 2 bagues d'enfants identiques portant les initiales FM et GM. Un bout de tissu brodé aux initiales EM, et surtout un carnet écrit dans une écriture d'enfant qui ne correspondait pas à celle d'Édouard adulte. Dans ce carnet, des phrases troublantes étaient griffonnées. « Je dois me souvenir qui je suis vraiment. François me manque mais je ne dois plus l'appeler par son nom. Mère Clotilde dit que Gustave est heureux maintenant. Mais pourquoi ces affaires sont-elles encore dans notre dortoir ?» Ces écrits suggéraient une confusion d'identité profonde et une souffrance psychologique que l'enfant n'arrivait pas à exprimer clairement. Maître Durand réalisa avec effroi que son hypothèse la plus audacieuse était peut-être vraie. Les 3 identités avaient bel et bien été redistribuées entre les frères. L'Édouard qui avait quitté le pensionnat en 1864 n'était peut-être pas le vrai Édouard Malcour, mais l'un de ses frères contraint de vivre sous une identité d'emprunt. Cette substitution expliquerait les troubles psychologiques, les cauchemars récurrents et cette impression persistante chez tous les témoins que quelque chose clochait dans le comportement de l'enfant après janvier 1857. Mais qui était qui? Cette question hanta le notaire pendant des semaines.
Avait-il affaire à 3 frères ayant échangé leurs identités, ou à une manipulation encore plus complexe? Les documents du pensionnat laissaient entrevoir une vérité plus sombre encore. Et si les 3 adoptions n'avaient été que la partie visible d'un système beaucoup plus vaste? En approfondissant ses recherches dans les archives récupérées des combles, Maître Durand découvrit l'existence d'un réseau d'établissements religieux complices. Sainte-Agnès n'était pas un cas isolé. Au moins 6 pensionnats et orphelinats de Normandie, de Picardie et de Champagne participaient à ce trafic d'enfants déguisés en œuvres charitables. Les institutions échangeaient des informations sur les familles donneuses et receveuses, optimisant ainsi leurs opérations et minimisant les risques de découverte. Le système était d'une efficacité redoutable. Des familles de la petite bourgeoisie en difficulté financière, attirées par la réputation des pensionnats, confiaient leurs enfants en pensant leur offrir une éducation supérieure. Parallèlement, des couples aisés mais stériles versaient des sommes considérables pour adopter discrètement ces enfants, en leur garantissant de nouveaux papiers d'identité et une insertion sociale respectueuse des conventions de l'époque. Les religieuses qui dirigeaient ces établissements justifiaient leurs actes par une théologie particulière. Mieux valait placer des enfants dans des familles chrétiennes et prospères que de les laisser sombrer dans la pauvreté avec leurs parents naturels. Cette charité sélective leur permettait de s'enrichir tout en se donnant bonne conscience. Les bénéfices servaient à maintenir le train de vie des pensionnats, à corrompre les complicités nécessaires et à constituer des réserves financières considérables. Mère Clotilde de Beaulieu apparaissait comme la figure centrale de ce réseau. Correspondant régulièrement avec ses homologues des autres établissements, elle coordonnait les opérations et gérait les aspects les plus délicats des substitutions d'identité. Son journal personnel, découvert par Maître Durand dans une cache secrète du bureau directorial, révélait l'ampleur de ses activités et la froideur de ses calculs. Reçut aujourd'hui la visite de Madame de Montclair, notait-elle le 12 mars 1858. Cette dame désire ardemment un héritier mâle pour préserver le nom familial. Elle consent à verser 15 000 francs pour un enfant de bonne famille, âgé de 8 à 10 ans, de préférence brun aux yeux clairs. J'ai immédiatement pensé au petit Armand de Béthune, dont les parents traversent de graves difficultés financières. L'opération pourrait être réalisée avant Pâques, moyennant les arrangements habituels avec le docteur Regnault. Plus loin, le journal évoquait les techniques de préparation psychologique des enfants destinés à l'adoption. Il est essentiel de séparer progressivement l'enfant de son identité antérieure, écrivait Mère Clotilde. Nous commençons par l'isoler de ses frères et sœurs sous prétexte d'études particulières ou de maladie. Puis, nous lui répétons quotidiennement que ses parents l'ont abandonné et qu'une nouvelle famille charitable accepte de l'accueillir par pure bonté chrétienne. Les enfants jeunes et impressionnables s'adaptent remarquablement à ce processus de réinvention identitaire. Ces révélations glaçaient le sang de Maître Durand. Les trigéméos Malcourt n'avaient pas seulement été séparés et adoptés. Ils avaient été soumis à un véritable lavage de cerveau destiné à leur faire oublier leurs origines. Le cas de François et Gustave était relativement simple puisqu'ils avaient été adoptés sous de nouvelles identités complètes. Mais pour Édouard, maintenu officiellement dans sa famille d'origine, le processus avait dû être différent et probablement plus traumatisant. Le journal de Mère Clotilde contenait des passages spécifiquement consacrés au cas Malcourt. Les 3 frères Malcourt présentent une ressemblance physique qui complique notre travail habituel, notait-elle en octobre 1856. Leur gémellité quasi parfaite offre cependant des possibilités intéressantes pour nos opérations futures. J'envisage d'utiliser cette particularité pour perfectionner nos techniques de substitution d'identité. Le plan de Mère Clotilde était d'une perversité sophistiquée. Plutôt que de se contenter d'adopter 2 des 3 frères, elle avait décidé d'expérimenter un échange complet d'identité. Le vrai Édouard avait été adopté par la famille Bertrand sous le nom de François-Marie. Le vrai François avait été confié aux Rousseau sous le nom d'Auguste,
et le vrai Gustave était resté au pensionnat en prenant l'identité d'Édouard pour maintenir l'illusion auprès de la famille Malcour. Cette hypothèse terrifiante expliquait tous les mystères relevés par le notaire. Les changements de comportement constatés chez l'Édouard officiel, les cauchemars récurrents de François-Marie et d'Auguste concernant des frères perdus, et surtout cette impression persistante chez tous les témoins que quelque chose ne collait pas dans l'histoire officielle. Mère Clotilde avait poussé son expérience jusqu'à documenter méticuleusement les réactions psychologiques des 3 enfants à leur nouvelle situation. Le petit Gustave, maintenant appelé Édouard, montre des signes d'adaptation remarquables, notait-elle en février 1857. Il répète consciencieusement les leçons que nous lui donnons sur sa nouvelle identité. Quand je lui demande son nom, il répond « Édouard Malcour » sans hésitation. Cependant, il continue à pleurer la nuit en appelant ses frères. Il faudra du temps pour effacer complètement ces souvenirs gênants. D'autres passages révélaient les méthodes employées pour conditionner l'enfant. Isolement prolongé, répétition incessante de la nouvelle identité, punition quand il évoquait ses souvenirs antérieurs, récompense quand il acceptait sa nouvelle personnalité. J'ai expliqué au petit que ses vrais parents l'avaient abandonné et que seule la famille Malcour acceptait de le recueillir par charité chrétienne, écrivait la religieuse. Il doit donc mériter cette bonté en devenant un parfait Édouard Malcour. Cette culpabilisation fonctionne remarquablement avec les enfants sensibles. Le processus de conditionnement avait duré plusieurs mois. Mère Clotilde notait scrupuleusement les progrès. Mars 1857, l'enfant ne mentionne plus spontanément ses frères. Avril. Il accepte de raconter des souvenirs inventés de sa vie avec Édouard. Mais il semble avoir intégré complètement sa nouvelle personnalité. L'expérience est un succès complet. Mais le journal révélait aussi les failles du système. Juin 1857. Incident troublant. L'enfant s'est regardé dans un miroir et a murmuré « Tu n'es pas Édouard, tu es Gustave ». J'ai dû reprendre le conditionnement plus intensivement. Il est possible que l'identité antérieure ne soit jamais complètement effacée chez certains sujets. Ces découvertes bouleversèrent Maître Durand. Les 3 frères avaient été victimes d'une expérimentation psychologique monstrueuse, transformés en cobayes humains pour les théories de Mère Clotilde sur la malléabilité de l'identité enfantine. Chacun avait vécu toute sa vie sous une fausse identité, portant le fardeau inconscient d'une substitution traumatisante dont il n'avait jamais pu comprendre la nature. Mais la vérité était encore plus complexe. En recoupant tous les documents, Maître Durand réalisa que l'expérience de Mère Clotilde n'avait pas complètement réussi. Les 3 frères avaient conservé des bribes de leurs souvenirs authentiques, créant chez chacun d'eux une personnalité fragmentée et douloureuse. François-Marie Bertrand avait passé sa vie à chercher inconsciemment ses frères perdus. Auguste Rousseau avait souffert de cauchemars récurrents liés à ses souvenirs refoulés. Et l'Édouard officiel, en réalité Gustave, avait porté jusqu'à sa mort le poids d'une identité d'emprunt qu'il n'avait jamais pleinement acceptée. Cette révélation posait une question éthique vertigineuse. Fallait-il révéler la vérité aux descendants des 3 frères? Maître Durand avait ouvert une boîte de Pandore, dont il ne mesurait pas encore toutes les conséquences. Sa démarche, qu'il croyait charitable, allait déclencher une série d'événements dramatiques qui prouveraient que certains secrets sont trop dangereux pour être révélés. La révélation de la vérité aux familles descendantes des Trigéméos eut des conséquences dramatiques que Maître Durand n'avait pas anticipées. Loin d'apporter la paix et la justice qu'il espérait, ces découvertes semèrent le chaos dans 3 lignées familiales respectables qui avaient construit leur identité sur un mensonge centenaire. Chez les Bertrand de Lisieux, la révélation provoqua une crise familiale majeure. Paul Bertrand, l'aîné des enfants de François-Marie, était sur le point d'être nommé préfet d'un département important. Le scandale de ses origines adoptives et du trafic d'enfants menaçait de ruiner sa carrière politique naissante. Marie Bertrand, épouse d'un avoué influent de Caen,
vit sa position sociale remise en question par ses révélations sur la malhonnêteté de sa famille adoptive. Quant à Jean Bertrand, officier de carrière, il fut confronté à la possibilité que son état de service et ses décorations soient entachés par cette histoire familiale sulfureuse. La famille décida de faire bloc pour étouffer l'affaire. Paul Bertrand utilisa ses relations politiques pour faire pression sur Maître Durand, menaçant de porter plainte pour diffamation si celui-ci divulguait publiquement ses découvertes. Marie mobilisa son époux avoué pour étudier les moyens légaux de faire taire le notaire. Jean fit jouer ses contacts militaires pour intimider l'importun enquêteur. Leurs actions coordonnées créèrent un climat de menaces et de chantage qui dépassait largement le cadre d'une simple affaire de famille. Du côté de la famille Rousseau à Falaise, la réaction fut différente mais tout aussi violente. Berthe Rousseau, veuve du docteur Auguste, était une femme d'affaires prospère qui dirigeait depuis la mort de son mari un réseau de pharmacies rurales en Normandie. L'idée que sa respectabilité puisse être ternie par les révélations sur les origines douteuses de son époux décédé l'horrifiait. Elle engagea immédiatement un détective privé pour enquêter sur Maître Durand et trouver des moyens de le discréditer. Sa fille, Jeanne Rousseau, institutrice respectée et militante pour l'éducation des filles, fut sans doute la plus bouleversée par ces révélations. Toute sa vie, elle avait admiré son père qu'elle croyait issu d'une famille modeste mais honnête, ayant réussi par le mérite. Apprendre qu'Auguste était en réalité un enfant volé à sa vraie famille remettait en question tous ses repères moraux et philosophiques. Elle sombra dans une dépression profonde qui nécessita plusieurs mois de soins dans une maison de santé privée. Mais c'est chez les descendants d'Édouard Malcour que les conséquences furent les plus tragiques. Marguerite Lebrun-Malcour, la belle-fille qui avait révélé tant de détails troublants sur son beau-père, réalisa progressivement l'ampleur du drame. Si Édouard était en réalité Gustave Malcour, alors toute l'identité familiale qu'elle avait transmise à ses propres enfants était fondée sur un mensonge. Son fils unique, Pierre Lebrun-Malcour, modeste employé de banque à Caen, apprit ainsi qu'il ne portait pas le vrai nom de son grand-père adoptif et que son héritage familial était entièrement fictif. Cette révélation eut sur Pierre un effet dévastateur. Homme fragile et influençable, il était déjà en proie à des difficultés professionnelles et conjugales. Apprendre que son identité même était mensongère acheva de le déstabiliser. Il commença à boire excessivement, négligea son travail et développa une obsession maladive pour retrouver la vraie famille Malcour. Ses recherches compulsives le menèrent à harceler d'anciens pensionnaires de Sainte-Agnès, à fouiller les cimetières à la recherche de tombes suspectes et à menacer Maître Durand pour obtenir d'autres révélations. En novembre 1928, Pierre Lebrun-Malcour fut retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Verneuil, près de l'ancien pensionnat de Sainte-Agnès. La police conclut au suicide par absorption massive de laudanum. Il avait laissé une lettre déchirante où il écrivait « Je ne sais plus qui je suis, ni d'où je viens. Peut-être qu'en rejoignant mon grand-père, je découvrirai enfin la vérité sur notre famille maudite. » Cette mort tragique marqua un tournant dans l'affaire. Maître Durand réalisa que ces révélations, loin d'apporter la justice qu'il espérait, ne faisaient que prolonger les souffrances causées par le système criminel de Sainte-Agnès. Les victimes originelles du trafic d'enfants étaient mortes depuis longtemps, mais leurs descendants continuaient à payer le prix de ces crimes centenaires. Parallèlement, les pressions exercées sur le notaire s'intensifiaient. Les trois familles concernées avaient fini par coordonner leurs efforts pour faire taire celui qu'elles considéraient comme un maître chanteur. Paul Bertrand, grâce à ses relations politiques, obtint qu'une enquête soit ouverte sur les activités professionnelles de Maître Durand. L'Ordre des notaires de Paris reçut des plaintes anonymes questionnant l'intégrité de ses pratiques. La famille Rousseau fit circuler des rumeurs sur sa stabilité mentale et ses motivations véritables. Plus inquiétant encore, des incidents étranges commencèrent à se produire autour du notaire. Sa voiture fut vandalisée à plusieurs reprises. Des lettres anonymes menaçantes arrivèrent à son domicile.
Son étude parisienne fut cambriolée, et seuls les dossiers relatifs à l'affaire Malcour furent dérobés. Ces intimidations, savamment orchestrées, visaient à décourager ses recherches et à le dissuader de divulguer ses découvertes. Face à cette escalade de violence, Maître Durand commença à douter de la légitimité de sa démarche. Avait-il eu raison de rouvrir cette plaie centenaire? Son obstination à révéler la vérité ne causait-elle pas plus de mal que de bien? Ces questions le hantaient d'autant plus qu'il découvrait progressivement l'ampleur du réseau criminel mis à jour par ses recherches. En effet, l'affaire Sainte-Agnès n'était que la partie émergée d'un iceberg. Les documents récupérés dans les combles du pensionnat révélaient l'existence d'un véritable système de trafic d'enfants qui avait perduré pendant des décennies, impliquant non seulement des institutions religieuses, mais aussi des notables, des médecins, des fonctionnaires et même des magistrats. Révéler publiquement cette vérité risquait de compromettre des centaines de familles respectables dont les ancêtres avaient participé, de près ou de loin, à ces activités criminelles. Mère Clotilde de Beaulieu était décédée en 1884, emportant dans la tombe les secrets de son réseau. Mais ses complices avaient essaimé dans toute la France, fondant leurs propres établissements ou infiltrant les institutions existantes. Le système avait peut-être perduré bien au-delà de la fermeture de Sainte-Agnès, adaptant ses méthodes aux évolutions sociales et légales. Cette prise de conscience terrifiante amena Maître Durand à une décision radicale. En décembre 1928, il réunit dans son étude parisienne les représentants des 3 familles concernées. Dans une réunion tendue qui dura toute une nuit, il leur proposa un accord. Il s'engageait à ne jamais divulguer publiquement ses découvertes en échange de leur engagement à cesser toute forme d'intimidation et à lui verser une indemnité pour ses frais de recherche. L'accord fut accepté à l'unanimité. Les 3 familles étaient soulagées d'échapper au scandale, et Maître Durand voulait tourner la page de cette affaire qui avait déjà causé trop de souffrance. Mais les termes de l'accord allaient bien au-delà d'un simple silence. Il fut convenu que tous les documents relatifs à l'affaire Sainte-Agnès seraient détruits, que les descendants des Trigéméos renonceraient à toute recherche sur leurs origines et que l'histoire officielle de leur famille ne serait jamais remise en question. Pour sceller cet accord, un document fut rédigé et signé par toutes les parties. Ce pacte de silence, établi sur papier timbré et authentifié par 3 témoins, transformait la vérité historique en secret de famille. Chaque signataire s'engageait sur l'honneur à ne jamais révéler ce qu'il avait appris, sous peine de poursuites judiciaires ruineuses intentées par les autres parties. Maître Durand tint parole. Il brûla personnellement tous les documents compromettants dans la cheminée de son étude, ne conservant qu'un résumé succinct des faits principaux qu'il enferma dans un coffre-fort avec instruction de ne l'ouvrir qu'après la mort du dernier signataire de l'accord. Cette précaution, qu'il croyait sage, était en réalité inutile. Aucun des signataires n'avait l'intention de révéler un jour la vérité sur l'affaire Sainte-Agnès. Les années qui suivirent confirmèrent l'efficacité du pacte de silence. Paul Bertrand fut effectivement nommé préfet et termina sa carrière comme gouverneur d'une colonie africaine. Marie Bertrand devint une figure respectée de la bourgeoisie caennaise, mécène de plusieurs œuvres charitables. Jean Bertrand gravit les échelons de la hiérarchie militaire jusqu'au grade de général. Berthe Rousseau développa son empire commercial et légua à sa mort un patrimoine considérable à des œuvres éducatives. Seule Jeanne Rousseau ne se remit jamais complètement du choc des révélations. Elle termina sa vie comme religieuse cloîtrée dans un couvent de Bretagne. Marguerite Lebrun-Malcour, traumatisée par le suicide de son fils, quitta la Normandie pour s'installer chez une sœur en Provence. Elle ne reparla jamais de l'affaire Sainte-Agnès et mourut en 1945 en emportant ses secrets. Maître Durand lui-même, hanté par les conséquences de ses découvertes, abandonna progressivement sa passion pour l'histoire locale et se consacra exclusivement à ses activités notariales jusqu'à sa retraite en 1940.
Quand il mourut en 1952, ses héritiers découvrirent le fameux coffre-fort et le résumé qu'il contenait. Mais le pacte de silence était encore en vigueur puisque plusieurs signataires originaux vivaient encore. Par prudence, et peut-être par lassitude, la famille Durand décida de prolonger le secret. Le document fut à nouveau enfermé, cette fois avec instruction de ne jamais l'ouvrir. Cette instruction fut respectée jusqu'en 1990, quand la mort de Jeanne Rousseau, dernière survivante des signataires, libéra théoriquement ses héritiers du pacte de silence. Mais à cette époque, l'affaire était si ancienne que plus personne ne s'y intéressait vraiment. Les familles concernées avaient prospéré. Leurs secrets étaient enfouis sous des décennies de respectabilité. Et révéler cette histoire n'aurait servi à rien d'autre qu'à ternir la mémoire de morts depuis longtemps oubliée. C'est ainsi que l'affaire des Trigéméos Malcour sombra définitivement dans l'oubli, rejoignant ces milliers de scandales mineurs que l'histoire officielle préfère passer sous silence. Le pensionnat de Sainte-Agnès avait été démoli dans les années 60 pour faire place à un lotissement pavillonnaire. Le cimetière où reposaient prétendument François et Gustave avait été désaffecté et transformé en jardin public. Plus rien ne subsistait des lieux témoins du drame, si ce n'est quelques pierres éparses envahies par la végétation. Mais les fantômes du passé ont parfois la vie dure. En 2015, des travaux d'aménagement urbain dans l'ancien domaine de Sainte-Agnès amenèrent les ouvriers à découvrir les fondations de l'ancienne chapelle du pensionnat. Sous l'autel principal, ils trouvèrent une cache murée contenant plusieurs objets troublants. Des registres calcinés, des médailles religieuses et surtout, 3 petits cercueils d'enfants hermétiquement scellés mais totalement vides. Cette découverte relança brièvement l'intérêt pour l'histoire du pensionnat. Des journalistes locaux enquêtèrent sur le passé de l'établissement, mais leurs recherches se heurtèrent au mur du silence construit un siècle plus tôt. Les archives officielles ne mentionnaient aucun scandale particulier. Les familles contactées se montraient évasives ou carrément hostiles. Et surtout, plus aucun témoin direct n'était vivant pour témoigner. L'affaire fit l'objet de quelques articles dans la presse régionale, mais faute d'éléments concrets, l'intérêt retomba rapidement. Les cercueils vides furent attribués à une pratique religieuse obscure, les registres calcinés à un incendie accidentel et l'ensemble du mystère à l'imagination fertile des amateurs d'histoires fantastiques. Une fois de plus, la vérité sur Sainte-Agnès échappa aux investigations. Aujourd'hui, la seule trace tangible de l'affaire des Trigéméos Malcour réside peut-être dans les généalogies de leurs descendants. Quelque part en France vivent probablement des arrière-petits-enfants de François-Marie Bertrand, d'Auguste Rousseau et du faux Édouard Malcour, ignorant tout de l'histoire dramatique de leurs ancêtres. Ces hommes et ces femmes portent dans leur gène l'héritage des 3 frères séparés, sans savoir qu'ils sont peut-être cousins, unis par un sang commun et un secret familial centenaire. Car c'est là, finalement, la leçon la plus troublante de cette histoire. Certaines vérités sont si dérangeantes qu'elles finissent par créer leur propre système de protection. Le silence des familles, la complicité des institutions, l'indifférence du temps et l'oubli des générations forment un blindage efficace contre les révélations embarrassantes. L'affaire Sainte-Agnès a démontré que même les crimes les plus documentés peuvent disparaître de la mémoire collective si suffisamment de gens ont intérêt à les faire taire. Mère Clotilde de Beaulieu avait sans doute anticipé cette protection naturelle quand elle organisait son système criminel. En impliquant des familles respectables, en corrompant des institutions honorables, en créant des réseaux de complicité, elle avait bâti une machine à effacer les traces qui fonctionnait encore un siècle après sa mort. Son génie maléfique résidait peut-être moins dans l'organisation du trafic d'enfants que dans sa capacité à le rendre indétectable et impoursuivable. Les Trigéméos Malcour ne furent probablement ni les premiers ni les derniers enfants victimes de ce système. Combien d'autres fratries furent ainsi brisées, combien d'identités furent redistribuées, combien de familles furent dupées.
Cette question restera sans doute à jamais sans réponse, protégée par les mêmes mécanismes de silence qui ont permis à l'affaire principale de sombrer dans l'oubli. Et pourtant, quelque chose d'irréductible subsiste dans cette histoire. Malgré les manipulations, les substitutions d'identité et les conditionnements psychologiques, les trois frères avaient conservé jusqu'à leur mort des bribes de leurs souvenirs authentiques. François-Marie continuait à rêver de visages identiques aux siens. Auguste parlait en dormant de frères perdus. Le faux Édouard gardait précieusement les bagues de ses frères disparus. Ces fragments de mémoire témoignent d'une résistance de l'être humain face aux tentatives de destruction de son identité. Cette résistance constitue peut-être la vraie victoire des trigéméos Malcour sur leur bourreau. Mère Clotilde avait cru pouvoir effacer leurs souvenirs et redistribuer leur personnalité comme des cartes dans un jeu. Mais elle avait sous-estimé la force des liens fraternels et la persistance de la mémoire enfantine. Même séparés, même conditionnés, même contraints de vivre sous de fausses identités, les trois frères avaient gardé en eux la trace indélébile de leur véritable histoire. Cette vérité sur la persistance mémorielle éclaire d'un jour nouveau les dernières découvertes de l'enquête. Car en 2023, soit près d'un siècle après les révélations de Maître Durand, un nouvel élément vint troubler la quiétude des familles descendantes. Lors de la succession d'une vieille dame de Bayeux, ses héritiers découvrirent dans sa cave une malle contenant les archives personnelles de sœur Marguerite, l'ancienne infirmière de Sainte-Agnès. Cette religieuse, décédée en 1895, avait légué ses biens à une nièce avec interdiction formelle d'ouvrir la malle avant l'an 2000. Respectueuse de cette volonté testamentaire, la famille avait conservé l'objet sans jamais l'examiner. Quand ils brisèrent enfin les scellés centenaires, ils découvrirent un trésor documentaire qui remettait en question tout ce que l'on croyait savoir sur l'affaire Malcour. Sœur Marguerite avait tenu un journal secret parallèle à celui qu'avait découvert Maître Durand. Mais contrairement au carnet officiel destiné à documenter ses activités d'infirmière, ce journal intime révélait ses doutes croissants sur les méthodes de Mère Clotilde et sa participation forcée au système de trafic d'enfants. « Je ne peux plus fermer les yeux sur ce qui se passe ici », écrivait-elle en décembre 1856. Ces enfants qu'on prétend morts sont bien vivants, cachés dans des familles qui ignorent leurs véritables origines. Mon serment religieux m'interdit de révéler ces secrets, mais ma conscience chrétienne ne peut accepter cette duperie. Plus troublant encore, le journal contenait des révélations sur le véritable sort des trigéméos Malcour. Selon sœur Marguerite, l'expérience de substitution d'identité imaginée par Mère Clotilde avait été encore plus complexe que ne l'avait supposé Maître Durand. Non seulement les trois frères avaient échangé leurs identités, mais ils avaient aussi été soumis à un protocole expérimental de dissociation mémorielle inspiré des théories psychiatriques naissantes de l'époque. Mère Clotilde a fait venir un médecin de Paris, notait sœur Marguerite en janvier 1857. Le docteur Charcot prétend pouvoir effacer sélectivement les souvenirs d'enfance par des techniques d'hypnose répétées. L'expérience doit être tentée sur les trois frères Malcour pour vérifier si l'on peut créer de toutes pièces de nouvelles personnalités chez des enfants intelligents. Cette perspective me terrifie, mais Mère Clotilde y voit l'avenir de notre œuvre éducative. Cette mention du docteur Charcot, futur maître de Freud et pionnier des études sur l'hystérie, jetait un éclairage nouveau sur l'affaire. Les trigéméos Malcour n'avaient pas seulement été victimes d'un trafic d'enfants, mais aussi de premières expérimentations psychiatriques sur la modification de la personnalité. Leur cas représentait peut-être l'une des premières tentatives scientifiques de manipulation de l'identité humaine, préfigurant les horreurs que le XXe siècle découvrirait dans ce domaine. Le journal de sœur Marguerite décrivait avec un luxe de détails troublants les séances auxquelles furent soumis les trois enfants. Le docteur Charcot les place dans un état de somnolence artificielle grâce à des passes magnétiques et des drogues douces, écrivait-elle. Puis il leur répète inlassablement de nouveaux souvenirs d'enfance, de nouvelles histoires familiales, de nouveaux noms. Les petits,
dans leur état second, semblent absorber ces informations comme des éponges. C'est proprement diabolique. Plus effrayant encore, l'expérience avait partiellement réussi. François, rebaptisé Édouard, commence à raconter spontanément des souvenirs qui ne sont pas les siens, notait sœur Marguerite fin janvier. Quand je lui demande de me parler de ses frères, il évoque avec émotion François et Gustave comme s'il s'agissait de personnes distinctes de lui. Le processus de dissociation fonctionne au-delà de nos espérances les plus folles. Mais le journal révélait aussi les limites et les effets pervers de ces manipulations. Les enfants souffrent de maux de tête constants, observait l'infirmière. Ils font des cauchemars terribles où ils se voient multipliés en plusieurs personnes. Parfois, ils parlent d'eux à la troisième personne, comme s'ils observaient leur propre vie de l'extérieur. Le docteur Charcot affirme que ces troubles sont temporaires, mais j'ai des doutes sur la réversibilité du processus. Ces révélations éclairaient d'un jour tragique les troubles psychologiques observés chez les trois frères tout au long de leur vie adulte. Leurs cauchemars récurrents, leurs comportements étranges, leur incapacité à former des liens affectifs durables n'étaient pas seulement les séquelles d'une séparation traumatisante, mais les cicatrices d'une véritable torture psychologique, scientifiquement orchestrée. Le journal de sœur Marguerite contenait une dernière révélation qui glaça le sang des héritiers de Bayeux. En mars 1857, la religieuse avait découvert que l'expérience menée sur les trigéméos malcours n'était qu'un test préliminaire. Mère Clotilde et le docteur Charcot envisageaient d'étendre leur méthode à grande échelle, transformant le réseau de pensionnats religieux en laboratoire clandestin pour l'étude de la manipulation mentale. Mère Clotilde m'a confié son grand projet, écrivait sœur Marguerite dans ses dernières notes. Elle veut créer une génération d'enfants parfaitement obéissants et malléables, débarrassés de leurs attaches familiales primitives et conditionnées pour servir les intérêts de l'Église et de l'État. Les trigéméos malcours ne sont que les premiers cobayes d'une expérience qui pourrait s'étendre à des milliers d'enfants. Que Dieu nous pardonne ce que nous avons fait. Cette découverte de 2023 remit brutalement l'affaire Malcourt sur le devant de la scène. Mais une fois encore, les mécanismes de protection du secret se mirent en marche. Les descendants des familles concernées, maintenant dispersés aux quatre coins de la France et occupant des positions influentes dans la société, mobilisèrent leurs ressources pour étouffer cette nouvelle révélation. Un mystérieux incendie détruisit opportunément la maison de Bayeux, quelques jours après la découverte du journal. Les héritiers qui avaient trouvé la malle furent approchés par des intermédiaires proposant des sommes considérables pour leur silence. La presse locale, d'abord intéressée par l'histoire, reçut des pressions discrètes mais efficaces pour abandonner ses investigations. Aujourd'hui, l'affaire des trigéméos malcours demeure officiellement un mystère non résolu. Les rares documents survivants sont dispersés dans des collections privées ou enfouis dans des archives inaccessibles. Les familles descendantes continuent de nier toute connaissance de cette histoire qu'elles qualifient de légende urbaine ou de fiction malveillante. Pourtant, parfois, dans une conversation à mots couverts entre historiens spécialisés, dans une confidence échangée entre généalogistes amateurs, ou dans le témoignage troublé d'un vieillard évoquant les secrets de famille, l'ombre des trigéméos malcours refait surface. Car certaines vérités, même enterrées sous des siècles de silence, conservent une force qui transcende les tentatives d'effacement. Quelque part en France, dans un grenier poussiéreux ou une cave oubliée, dort peut-être encore un document qui pourrait définitivement prouver la réalité de cette histoire. Une lettre de mère Clotilde, un rapport du docteur Charcot, ou simplement une photographie des trois enfants ensemble, avant que leur destin ne soit brisé par la cupidité et l'ambition de leur bourreau. En attendant cette hypothétique révélation, l'affaire des trigéméos malcours nous rappelle que l'histoire officielle n'est souvent que la version des événements que les puissants ont choisi de laisser à la postérité. Derrière les façades respectables, dans l'ombre des institutions honorables, se cachent parfois les crimes les plus abominables, protégés par le silence complice de ceux qui ont intérêt à les faire oublier. Vous avez entendu cette histoire jusqu'au bout,
Mais une question demeure. Tout cela s'est-il vraiment passé? Les preuves ont été détruites, les témoins sont morts, les familles se taisent. Mais parfois, dans le silence d'une bibliothèque d'archives ou dans le grenier oublié d'une vieille demeure normande, dort peut-être encore un document qui pourrait raviver cette histoire. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce mystère. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres secrets de l'histoire de France et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, s'interrogent sur les zones d'ombre de notre passé.